Bonjour à tous et bienvenue dans RBI, votre réunion de baseball intéressante hebdomadaire qui a pris une bonne semaine de pause. Je pense que vous qui suivez la chaîne depuis un certain temps, vous comprenez pourquoi j'ai pris cette semaine de pause, vu le nombre de vidéos avec lesquelles je vous ai arrosé cette semaine. C'est beaucoup de travail, j'ai un emploi, je suis étudiant à côté, j'ai quand même un mémoire à rédiger, donc c'est pas facile. Donc voilà, là on va revenir avec un épisode toujours un peu spécial, vu qu'on va principalement parler de D1 française. C'est cette semaine et sous le signe de la D1 française. Vous avez pu voir toutes les vidéos qui ont pu être sorties. Je vais adresser le fait qu'il y a certains clubs que vous ne verrez pas en vidéo. Je vous l'adresse tout de suite, hein, c'est simplement parce que j'ai pas eu de réponse de certains clubs et pour d'autres clubs, comme par exemple le Stade Toulousain, j'ai pu avoir des contacts avec des membres du club, mais malheureusement, en termes de disponibilité et de faisabilité, c'était compliqué. C'est pas grave, j'espère pouvoir le faire peut-être plus tard dans la saison. L'idée, c'est quand même de couvrir tout le monde de manière égale. Donc voilà, on verra dans le futur comment ça se goupille. Mais aujourd'hui, on va faire un peu la preview de la D1 française, cette magnifique D1 française que nous aimons tous, que j'espère que vous aimez beaucoup. Parce que oui, on parle beaucoup de MLB, de KBO et de NPB, c'est comme vous savez avec moi comment ça marche. Mais là, on va pouvoir parler un peu plus de Division 1 française, qui est un peu le cœur de notre émission aussi. On va passer en revue un peu, je vais vous expliquer un peu le format, tout simplement, et on va passer un peu en revue chacune des équipes, et à la fin, je vous donne mes prévisions des quatre équipes qui seront qualifiées pour les playoffs selon moi, et selon ce que j'ai pu voir. Avec aussi une présentation de quelques joueurs que vous allez pouvoir découvrir et que j'espère que vous allez suivre au cours de la saison. Sur ce, bah, c'est parti, on commence la vidéo tout de suite. Je vais vous faire rapidement un point sur le format. Chaque équipe affronte les autres équipes 4 fois dans la saison. On est dans une poule unique de 8 équipes. Voilà, chaque équipe affronte les équipes 4 fois dans la saison, 2 fois à domicile, 2 fois à l'extérieur. Chaque week-end, 2 matchs sont joués contre la même équipe. Disons par exemple que l'équipe A affronte l'équipe B 4 fois dans la saison. Sur un week-end, elle affrontera 2 fois l'équipe A. Donc, par exemple, si l'équipe B se déplace chez l'équipe A, elle va jouer 2 matchs chez l'équipe A. Et au match retour, il y aura 2 matchs sur le terrain de l'équipe B. Les 4 premiers à la fin de la saison vont en play-off. Ça se compte en nombre de victoires et de défaites. Il n'y a pas de points. Les 4 derniers joueront un tournoi de relégation pour savoir qui jouera les barrages contre le champion de D2. C'est ce qui s'était passé l'année dernière notamment. Le huitième avait joué un barrage contre le champion de D2 pour savoir qui accéderait à la première division. Ce sera toujours le cas cette année. Les 4 derniers vont jouer un tournoi de relégation. Donc des demi-finales, les gagnants des deux demi-finales se qualifieront direct et les deux perdants joueront un match pour savoir qui ira jouer la relégation. Le vainqueur de la D1 se qualifie en Coupe d'Europe, ainsi que le deuxième si le champion gagne également le Challenge de France. Il faut savoir qu'il y a un autre tournoi, c'est une sorte de Coupe de France qui se joue sur une semaine, le Challenge de France, qui aura lieu cette année à Chartres et à Rouen, et les finales seront à Rouen. Le gagnant du Challenge de France a une place d'office en Coupe d'Europe. Or, si le gagnant du championnat de D1 de cette année dont on va parler gagne également le Challenge de France, ça reviendra au deuxième de première division. Je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde, en tout cas j'espère. On va pouvoir continuer, je vais vous présenter un peu les 8 équipes, les 8 rescapés de l'année dernière. Il faut savoir que l'année dernière il y avait 10 équipes, cette année il n'y en a plus que 8. On a notamment La Rochelle, l'équipe de La Rochelle, les Boucaniers, l'équipe de Metz, les Comets, plusieurs équipes d'Île-de-France, Montigny-le-Bretonneux, les Cougars, les Savigny-Lyon en Essonne et les Templiers de Sénart dans le 77 en Seine-et-Marne. Et enfin, on a Montpellier, les champions de France en titre, les Barracudas, les Huskies Rouen et le Stade Toulousain, les Tigers. Voilà, ça, ce sont les 8 équipes qui vont concourir cette année. C'est encore une fois très serré et on espère autant de spectacles que l'année dernière. On va commencer par vous présenter. Je vais commencer par vous présenter tout simplement toutes les équipes une par une. J'ai oublié d'adresser ça, mais oui, hein, si ne soyez pas surpris, je suis tout seul aujourd'hui. C'est normal, le Lilian est du Lilian qui est avec moi depuis le début de la saison. On s'est pas fâché, vous inquiétez pas.
Il reviendra un peu plus tard. Il a du travail, pas mal de travail en ce moment. Il n'a pas le temps de pouvoir faire les vidéos avec moi. Donc c'est pas grave, c'est moi qui vais assurer les vidéos un temps un peu tout seul. J'espère que vous m'en voulez pas, que vous m'aimez bien quand même. Donc voilà, on va assurer les vidéos tranquillement, peut-être pour les 2 prochaines semaines, mais Lilian reviendra vite, vous en faites pas pour ça. On commence par la première équipe, les Metz Comets, classés l'an dernier 8e, qui se sont sauvés en relégation contre Béziers, le champion de D2 de l'an passé, dans une série très serrée où ils gagnent 2-1, il me semble. Ils se sont renforcés cette année. Ils ont changé tout leur coaching staff, notamment en prenant Shane Priest, leur lanceur canadien, en tant que head coach, en allant chercher du côté de Sénart Yexon Ruiz, un ancien de Sénart et de Savigny qui est un arrêt court, qui est là en tant que batting coach et qui jouera également dans l'équipe. Et d'ailleurs, c'est un de mes joueurs clés. Et Yexon Ruiz étant très proche d'Alexis Paredes, ancien lanceur de Savigny, qui avait un peu quitté la ligue et qui revient en tant que lanceur pour la saison à Metz, qui est à mes yeux l'autre joueur clé, un très bon lanceur, un très gros frappeur. Metz s'est clairement renforcé sur le plan avec certains joueurs étrangers, mais il faut pas sous-estimer cette équipe de Metz. L'année dernière, ils ont fait des très bons résultats. De leur propre dire, et j'ai pu moi-même le voir sur leur terrain, ils ont progressé, ils sont plus soudés, en tout cas. Une équipe à mes yeux qui peut faire vraiment des beaux upsets, qui est capable de pas finir dernière, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui est vue comme la plus faible des 8 équipes, mais je ne dormirai pas quand même sur ces Comets qui m'ont l'air très en forme, revanchards et qui veulent vraiment vraiment gagner. Un effectif solide, un nouveau coaching staff, des nouveaux coachs un peu partout, une restructuration totale de l'entraînement. Moi, les Metz Comets, je les vois bien. Je pense qu'ils vont faire une bonne saison et je pense qu'ils risquent de surprendre pas mal d'équipes parce qu'on a toujours tendance un peu à dormir dessus. Ils ont réussi à se sauver l'année dernière, ça les a sauvés, ça les a soudés énormément. Donc vraiment pressé de voir ce que ça peut donner un peu cette équipe messine. On passe au 7e de l'année dernière, les Boucaniers de La Rochelle. Une saison un peu décevante l'année dernière. Faut savoir qu'en 2023, du coup là où ils finissent 7e, en 2022 ils avaient fait une demi-finale. Ils étaient allés en play-off. Donc une saison vraiment en demi-teinte et vraiment gâchée. L'année dernière 7e. J'ai pas pu aller les rencontrer. Donc on n'aura pas de vidéo dessus. Mais je peux quand même vous présenter deux joueurs clés. Franklin de la Rosa, un de leurs lanceurs, qui m'a fait bonne impression l'année dernière. Qui avait été, je trouve, excellent au pitching. Notamment dans 2 matchs que j'avais pu voir. Et un de leurs jeunes espoirs, Miguel Lopez, qui me semble était prévu d'aller au Japon, mais qui est quand même sur leur roster officiel. Donc à voir comment ça évolue. Gros frappeur, catcher, Miguel Lopez. Un joueur qui a du potentiel. Beaucoup de joueurs étrangers du côté de La Rochelle. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir avec les JFL? Je sais pas. Est-ce que justement ça va pas les faire, va les mettre en difficulté, un peu plus de difficulté? C'est fortement possible. C'est pas une équipe sur laquelle j'ai forcément beaucoup d'espoir. Je pense qu'ils peuvent être surprenants, hein, ils en sont capables. Toutes les équipes, hein, de toute façon de D1 sont capables de performer. Mais c'est pas une équipe sur laquelle comment dire, je compte forcément pour le titre, par exemple. Je pense que c'est plus une équipe qui va chercher à se maintenir dans l'ensemble et réussir à essayer de s'adapter un peu plus aux nouvelles règles JFL pour les prochaines années et reconstruire un effectif jeune mais talentueux sans trop prendre de dégâts, on va dire. C'est dommage parce qu'ils ont des super infrastructures en plus. Donc j'espère vraiment que La Rochelle va se maintenir en tout cas. Et j'espère qu'ils vont nous faire une belle saison parce que je pense que c'est une équipe qui va être en phase un peu de reconstruction cette année. Et j'espère qu'ils vont pouvoir voilà, reconstruire tranquillement cette année, se maintenir et dans les prochaines années briller comme ils ont su le faire par le passé. Allez, les 5e, 6e de l'année dernière, moi j'aime bien les appeler les empereurs déchus. Étant donné que Rouen, on n'en parle peut-être pas assez, mais je crois que c'est 18 titres d'affilée. Avant l'année dernière, ils n'arrivent pas en playoff.
Grosse déception pour les Rouen et les Huskies, bah, après les avoir visités, je les sens revanchards. Ils veulent prouver que c'était un faux pas l'année dernière, que cette année ils reviennent pour jouer le titre, qui sont clairement une équipe sur laquelle il va falloir compter, qui veulent retrouver l'Europe, la folie des playoffs et surtout qui veulent retrouver la folie du titre. Et pour ça, ils ont beaucoup, beaucoup investi. Ils sont allés chercher des excellents joueurs. Ils ont un tout nouveau terrain qui est magnifique. Leur terrain était déjà beau, mais là, ils ont réamélioré encore un peu certaines choses. Refait notamment tout l'infield, qui est assez magnifique, je trouve. Et ils sont allés chercher ouais, des joueurs intéressants un peu partout, notamment des joueurs étrangers, tout en gardant j'allais dire leur fonds de commerce, mais en gros leur base très jeune avec des lanceurs qui ont été formés au club. Je pense à des lanceurs comme Esteban Prioul. Quentin Moulin est encore dans le roster, même si il est censé partir au Japon. Pareil pour Thibaut Mercadier, mais lui il est censé partir au Québec potentiellement. Donc à voir. Ce genre de jeunes lanceurs qui sont capables, comment dire, les faire rentrer dans les règles des JFL. Mais à côté de ça, ils sont allés chercher des sacrés joueurs étrangers. Ils sont allés chercher Jalen Smith, qui est un joueur. C'est un utility player, c'est-à-dire qu'il peut jouer à beaucoup d'endroits différents. Mais pour l'avoir vu jouer, ça a l'air d'être un énorme frappeur. Il vient des Tritons, l'université de San Diego, qui a gagné sa conférence en NCAA l'année dernière, en Division 1. Donc c'est vraiment. Il sort d'un sacré programme universitaire, clairement. Je l'ai vu jouer, voilà. Comme je l'ai vu jouer, très, très intéressant, gros profil. Un joueur qui peut directement être dans le top top D1, facile. Et ils sont allés chercher un lanceur japonais qui jouait au Québec, qui joue au Canada. Igami Shikara, Shikara Igami. Alors, je sais plus c'est quoi l'ordre précis. Il me semble que Igami c'est son nom de famille et Shikara c'est son prénom. Pareil que j'ai vu lancer, très bon lanceur qui cherche vraiment à donner un tremplin à sa carrière. Peut-être qu'il restera pas longtemps en France, mais en tout cas, c'est un très très gros profil pour le championnat de France et un joueur qui va leur donner des innings bah, tous les week-ends de manière consistante en prenant pas beaucoup de runs et qui va rester ouais, un des joueurs les plus solides de la ligue. Donc clairement, là, les Huskies, c'est ne pas dormir dessus. Ils se sont grandement renforcés en termes d'effectifs. Ils sont prêts à performer, ils sont prêts à revenir au plus haut niveau et à redominer la ligue comme ils ont pu le faire par le passé. Donc voilà, toujours pressé de voir les Huskies jouer et surtout de les voir se reprendre, de voir leur rebond cette année. Allez, on passe à l'autre équipe qui a fini 5ème, 6ème. Pas eu de match entre les deux équipes en 5ème, 6ème pour savoir qui serait 5ème et qui serait 6ème. Mais c'est pareil, c'est les Lions de Savigny. Et même profil que Rouen en fait. Il faut savoir que en 2022, Rouen et Savigny étaient les deux équipes en finale, tout simplement, de ce championnat de France. Une année un peu en demi-teinte, ils ratent les playoffs à une game près. Des problèmes au niveau des problèmes entre les joueurs et le coach. Il y a quelques problèmes entre les joueurs et le coach. Un coach qui à la fin de l'année part, qui laisse une équipe avec un petit vide, mais ils arrivent à se reprendre et à assurer leur maintien. Aujourd'hui, ils ont un nouveau coach, Ivan Acuna, sans doute le meilleur frappeur de France. Joueur vénézuélien qui est là depuis, je crois, 6 ans. Non, moins. Qui est là depuis 2020. Ouais, c'est ça, qui est en France depuis 2020, donc 4 ans quand même. Qui connaît bien l'AD1, qui est apprécié par les joueurs, etc. Donc clairement, c'est la volonté du rebond pareil que pour Rouen cette année pour Savigny. Toujours les mêmes problèmes, pas de terrain, comment dire, des matchs à l'extérieur à Limay-Brévannes qui sont pas à côté, donc très peu de public aussi. Mais une volonté de bien faire. Quand ils ont avec Ivan Acuna et Léo Gimignan, sans doute peut-être le plus gros duo de frappeurs de D1. Peut-être même, je pense, à mon avis, les deux meilleurs frappeurs de D1 cette année. Donc il faut bien compter sur eux pour la suite, je pense. Ils ont fait un bon recrutement avec quelques joueurs étrangers. Ils se reposent toujours sur cette même base de jeunes joueurs formés au club.
Donc pas de problème pour les JFL de ce côté-là. Il va falloir compter sur eux, sur une année de rebond pour eux, avec, voilà, avec du jeu solide et on espère les revoir au plus haut niveau. On parle quand même d'une équipe qui l'année dernière a fini deuxième de la Coupe d'Europe de la Confederation Cup, donc la division 2 de la Coupe d'Europe, qui est l'équivalent de l'Europa League si vous suivez le foot. Donc voilà, une équipe à suivre. C'est d'ailleurs la dernière équipe qui aura le droit à sa vidéo demain. Demain, les Lions de Savigny auront le droit à leur vidéo personnalisée où j'ai pu aller les rencontrer également. Donc restez connectés pour bien voir cette vidéo demain. Ce sera la dernière vidéo du Tour de D1, qui était un gros projet et vraiment j'apprécie les retours que j'ai eus sur cette série de vidéos. Les retours constructifs pour améliorer, les retours même de manière générale positifs hein, sur le fait d'avoir ce genre de contenu. Sachez que je lis tout et ça me fait extrêmement plaisir et je vous en remercie pour le soutien. Allez, l'équipe qui a fini quatrième, on parle des premières équipes qui étaient playoffables l'année dernière, les Templiers de Sénart. Équipe de Seine-et-Marne qui n'a pas de roster publié, donc j'ai pas pu observer de manière détaillée leur roster, malheureusement, l'année dernière, enfin pour cette année. Une équipe qui, de ce que j'ai pu savoir en termes de rumeurs, s'est renforcée avec beaucoup de joueurs français, notamment des joueurs qui rentrent dans les règles des JFL. Certains joueurs qui sont partis de clubs comme Montpellier, par exemple, je crois que Mathis Néral les a rejoints. Mathis Néral les a rejoints en provenance de Montpellier, mais même d'autres clubs de France, ils sont allés recruter pas mal de joueurs, de jeunes joueurs français pour reconstruire un effectif qui rentre dans les cases des JFL, tout en tout en restant performant. Ils se basent sur beaucoup de joueurs, notamment des joueurs étrangers qui sont là depuis longtemps, ou même des joueurs formés un peu plus localement. Maintenant, ils ont recruté toute une grande base de joueurs français, donc on va voir ce que ça donne. Ils ont fini quatrième l'année dernière. Ça reste une équipe à pas sous-estimer, une équipe qui a les moyens, notamment qui a vraiment les moyens, notamment financiers et en termes d'infrastructure pour faire de bonnes saisons. Donc à voir comment ça fait. J'ai pas trop d'avis parce que j'ai pas vu le roster, que je les ai pas visités non plus, que j'ai pas pu non plus les visiter pour tourner une vidéo chez eux, donc j'ai très peu de moyens de savoir à quel point ils sont forts ou pas cette saison. Mais voilà, c'est une équipe sur laquelle je pense qu'il faut compter, parce qu'il faut compter sur cette équipe chaque année. Comme j'ai dit, ils ont les moyens, ils ont fait du recrutement, ils ont recruté voilà, des jeunes joueurs français, ils ont recruté, enfin ils ont pas recruté, ils ont gardé leur grande base de joueurs internationaux. Voilà, ils ont fait quatrième l'année dernière, ils ont fait playoff. Et on peut s'attendre à ce qu'ils fassent une très très bonne saison cette année aussi. Allez, troisième du dernier championnat de France, les Tigers du Stade Toulousain. Une équipe de Toulouse qui a fait une excellente saison l'année dernière, comme toutes les équipes du Sud de manière générale. Avec un joueur clé, je vous ai mis Nathan Lao, qui est un jeune joueur, très jeune joueur il me semble, qui est né dans le 2003 il me semble, qui est né en 2003 donc qui a la vingtaine. Très bon lanceur, qui va être selon moi leur joueur clé. Ils ont perdu pas mal de joueurs, notamment des jeunes qui sont partis en NCA, qui sont partis en université. Ils ont fini troisième l'année dernière tout de même parce qu'ils avaient ce grand pool de jeunes joueurs qui fait plaisir à voir aussi, hein, clairement. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'ils se sont affaiblis un peu. Je pense qu'il a cette année, pareil, un peu dans le même style que La Rochelle, ça va être une année de reconstruction où ils vont aller jouer avec ces jeunes joueurs, leur faire prendre de l'expérience pour être dans les règles JFL. Je pense qu'ils n'ont pas trop de problèmes pour les règles JFL étant donné qu'ils ont le pôle France à Toulouse. Mais là, il va falloir ils vont reprendre tranquillement le rythme. Et je pense que peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, on va retrouver un Toulouse dominant. C'est une année de transition, je pense. J'ai pas pu les visiter, mais j'ai pu voir un peu le roster. Et ouais, c'est un roster qui est assez jeune dans l'ensemble. Donc on va voir comment ça se goupille sur Toulouse. J'ai bon espoir qu'ils fassent une saison qui reste quand même décente. Même plus que décente. Mais je les vois pas jouer le titre, par exemple, cette année. Allez, l'équipe numéro 2 de cette année, ce sont les Montigny Cougars. Très bonne surprise l'année dernière, qui ont fait une super saison, notamment emmenée par Franck Lopez,
Leur lanceur, Monsieur 250 pitch en finale du Challenge de France. Ils ont gagné le Challenge de France qui plus est. Du coup, ils seront en Coupe d'Europe cette année. Avec leur catcheur Gabriel De Carmo, toute une base de jeunes joueurs également qui est assez, ou de joueurs en tout cas qui rentrent dans les JFL. Ça reste une équipe très intéressante qui a fait une super saison l'année dernière. On peut compter sur eux pour clairement faire le push pour le titre. Au moins, voire même le push pour les playoffs. Le push pour les playoffs, ils vont se battre pour les playoffs, c'est sûr. Est-ce qu'ils se battront pour le titre? On verra. On verra parce que là, je pense quand même que la concurrence est rude aussi cette année. Donc, à voir comment à voir comment ça va se passer pour les Cougars de Montigny. Depuis du haut de leur très beau terrain, on peut toujours remercier Baseball TV France pour la diffusion de leurs matchs parce qu'ils n'ont pas encore de diffusion propre à eux. Et voilà, moi je suis positif sur les Cougars. J'attends de voir, majoritairement. Allez, on passe à la dernière équipe, les champions de France en titre, tout simplement les Montpellier Barracuda, qui ont fait une saison exceptionnelle l'année dernière, en se basant notamment sur d'excellents jeunes joueurs, beaucoup de joueurs qui ont été formés au club. Vraiment, les Barracuda l'année dernière, c'est l'éclosion en gros d'une préparation sur plusieurs années en formant énormément de jeunes joueurs au club. Tu as Johan Antonac qui revient, comment dire, certes des Philadelphia Phillies pour lequel il a évolué un certain temps, mais tu as aussi toute l'éclosion de ces joueurs qui ont été formés au Pôle France, qui ont été formés ensemble, comme Ismaël Pontiac, comme Paolo Brossier, qui ont joué ensemble en génération, qui ont voilà, 22, 23 ans, ouais, entre 21 et 23 ans, et qui ont percé cette année. Et tu as aussi l'éclosion d'autres jeunes joueurs. Tu avais Mathis Néral, notamment, l'année dernière, avant qu'il parte à Sénart. La pépite française par excellence, voilà, le joueur, je pense, le plus attendu, sur lequel il y a le plus de hype pour cette saison. Je pense que ce sera potentiellement l'Ace d'ailleurs cette saison. Ça va se jouer avec certains lanceurs étrangers, mais un joueur qui va avoir des starts réguliers tous les week-ends, c'est Ben Couvreur, bien évidemment, du haut de ses 17 ans, il me semble, cette année. Donc ça va être très intéressant à voir. Il reste extrêmement solide. Ils ont récupéré Kenjiro Sugiwara, le lanceur japonais qui lançait à Metz l'année dernière, qui est un ancien de Montpellier. Donc on va voir comment ça se passe pour eux, mais je pense que voilà, on reste sur un des favoris au titre. Ils étaient très confiants, ils restent très confiants. Je reprends les mots de Paolo Brossier qui disait clairement je tape tout le monde. Back to back évident. Voilà ce genre de choses. Donc ils sont clairement confiants et à voir pour la suite. Allez, on va passer aux prédictions et je vais vous montrer mes prédictions du top 4. Voilà, ça c'est mes prédictions du top 4. Je vais m'expliquer bien évidemment. Les Rouen Huskies, à mes yeux, font finir premier du championnat. En tout cas, premier de la phase de poule, la phase de match aller-retour avant les playoffs. Je sais pas, les Rouen Huskies, ils ont faim, ils ont des infrastructures extraordinaires, ils ont allé faire un recrutement exceptionnel en termes de qualité. Pour moi, la suite logique des choses, c'est qu'ils reviennent au niveau où ils étaient l'année dernière, c'est-à-dire revenir premier du championnat. Et enfin, il y a 2 ans, hein, pas l'année dernière, bien sûr. C'est revenir premier du championnat, jouer la gagne et que ça soit une évidence en fait. Donc à mes yeux, ouais, les Rouen Huskies vont finir premier. C'est assez évident. Suivi, je pense, de près des Barracuda. Parce que bah, les Barracuda, j'ai pas l'impression qu'ils se soient plus affaiblis que ça. J'ai même plus l'impression que leur groupe est resté assez fixe, que du coup ils continuent de savoir jouer ensemble et qu'ils vont pouvoir progresser ensemble et que ça va être l'année de la confirmation. Pour moi, les Huskies et les Barracudas, c'est les deux équipes qui sont vraiment au-dessus cette année, mais au-dessus de très loin. Et après, je pense que ça va se jouer plutôt pour les playoffs. Et j'ai mis Savigny et Sénart en troisième et quatrième pour les dernières places en playoffs. Alors, sachant que à mes yeux, ça va être très serré avec d'autres équipes, notamment Montigny. Notamment Montigny et pourquoi pas Metz. Je vois moins le Stade Toulousain
Je vois moins le Stade Toulousain et La Rochelle euh, contestés. Mais je pense que voilà, les deux dernières places de playoff vont se jouer. J'ai mis Étampier de Sénart parce qu'il me semble être une équipe qui est plus que solide de manière générale. Qu'ils ont fait un gros recrutement, notamment de jeunes français qui sont très talentueux et qui ont un gros potentiel. Des joueurs qui peuvent dominer. Et ils gardent cette très très bonne base de joueurs internationaux et de joueurs locaux. Euh, voilà, ils ont ce bon mélange de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs. Donc on va voir comment ça se passe. Et à mes yeux, ils vont finir quatrième. Et j'ai mis en troisième les Lions de Savigny. C'est le choix du cœur. Me demandez pas pourquoi. C'est le choix du cœur. C'est comme ça. Je sens que ça va être une bonne année pour Savigny. Et je sais que si Savigny ça joue, bah en fait, c'est capable de rivaliser avec des équipes comme Rouen et Montpellier, comme ça a été le cas il y a 2 ans. Leur effectif, il n'a pas tant changé que ça. Tu vas avoir des joueurs qui vont avoir leur saison complète. Ils ont fait un beau recrutement, un recrutement intelligent avec des jeunes joueurs ou des joueurs, un joueur expérimenté, un Argentin expérimenté et un jeune joueur vénézuélien qui sont tous des très bons joueurs. Donc je pense qu'il y a vraiment de l'espoir pour Savigny. Ah, c'est des prédictions, vous connaissez le jeu des prédictions, hein. Il y a des chances que, comme mes prédictions MLB, ça soit faux au bout de 2 semaines. Mais bon, je m'y tiens pour l'instant. On les ressortira à la fin de la saison, hein, vous savez. On les ressortira à la fin de la saison et on verra ce que ça donne. Ça va être la fin de cette vidéo. Cette preview un peu de la D1, c'est cette première voilà, vidéo de l'année pour lancer notre saison. N'oubliez pas, l'opening day de D1, c'est ce week-end. Bon, samedi ou dimanche selon les équipes. Soit vous aurez 2 matchs le dimanche, soit un match le samedi, soit un match le dimanche. Vous pourrez suivre tous les matchs à domicile des Lions de Savigny sur la chaîne Twitch que vous voyez apparaître à l'écran. Je continue de vous demander de vous abonner à la chaîne. C'est ce qui fait aussi grandir la chaîne, c'est si vous vous abonnez. C'est si la vidéo vous plaît, mettez un like. Si vous voulez faire un retour ou que vous voulez tout simplement participer, me donner vos prédictions en commentaire, donnez-les moi au niveau de la section commentaires. Je les lirai et j'y répondrai bien évidemment. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Twitter, sur Instagram, où j'essaye de poster de plus en plus souvent du contenu pour que vous puissiez avoir quand même quelque chose à vous mettre sous la dent. Et je vous remercie pour votre soutien et pour votre assiduité devant mes vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine.